Merci Florian, merci à la filiale d'insuffisance cardiaque de nous donner l'opportunité de parler avec vous du sport dans les cardiomyopathies en particulier. Donc on m'a demandé de revoir avec vous l'activité sportive chez les patients qui sont porteurs d'une cardiomyopathie hypertrophique. Donc vous le savez, en 2023, on a à nouveau des recommandations de l'ESC sur les cardiomyopathies. On va s'intéresser uniquement à la cardiopathie hypertrophique. Et dans ces recommandations, donc, vous avez toute l'évaluation et la prise en charge, que ce soit à partir des modalités de diagnostic, mais surtout toute l'étude morphologique et dans lequel on voit qu'il y a l'échographie, mais déjà on parle aussi de l'IRM, mais aussi les tests fonctionnels avec les tests d'effort, les Holter, etc. Donc on va parler uniquement de la cardiomyopathie hypertrophique. Alors moi je vais vraiment simplifier parce que je vais vous parler de sport, parce qu'on m'a demandé la pratique sportive. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que dans ces recommandations de 2023, on recommande une activité physique légère à modérée dans pratiquement toutes les cardiomyopathies. D'accord ? Mais auparavant, il faut quand même une évaluation du risque. C'est une recommandation de type 1. Donc, on ne va pas parler d'activité physique, on va parler de sport. Le sport, c'est quoi ? C'est une activité physique d'intensité élevée ou très élevée. Donc, on va être dans la zone rouge ou la zone rouge foncée, c'est-à-dire au moins à plus de 70% de vos capacités aérobiques maximales, à plus de 70% environ de votre fréquence maximale, donc on va être dans des intensités, et c'est ça le sport. Que ça soit en compétition ou hors compétition, parce que finalement, on a des sportifs qui font du sport de haute intensité sans forcément s'inscrire sur des compétitions. Donc il faut bien avoir à l'esprit la compétition, l'esprit compétition et ce sentiment de dépassement de soi. Donc on va s'intéresser à tous ces sports qui sont ici là en rouge, hein, donc des sports de haute intensité. Alors, première question, quelle est la place de la cardiomyopathie dans les morts subites? Vous voyez que j'ai pris celle-là parce qu'on en a tellement, j'ai pris la dernière de Finocchiaro de 2021 et vous voyez que la cardiomyopathie hypertrophique représente 4% à 7% des morts subites dans des morts subites en général. Donc cardiomyopathie 4%, 7%. On a quand même plus de 40% des morts subites qui sont inexpliquées. Alors, est-ce que c'est délétère, quand on a une cardiomyopathie hypertrophique, de faire du sport? Vous avez déjà une première étude qui avait été réalisée chez des patients qui étaient porteurs d'une cardiomyopathie hypertrophique et qui étaient symptomatiques. Et on a vu qu'un programme de réadaptation bien organisé permettait d'améliorer la qualité de vie et permettait aussi d'améliorer les capacités. Après, on a pris des cardiomyopathies hypertrophiques et ils ont été randomisés et on leur a proposé une pratique sportive donc d'intensité élevée, et on s'est rendu compte finalement que cette pratique d'intensité modérée n'avait pas d'effet délétère et n'augmentait pas les risques d'événements cardiovasculaires majeurs, voire même au contraire mettait en évidence une réduction des extrasystoles ventriculaires. Et dans cette troisième étude, donc sur 121 CMH qui avaient donc certains une hypertrophie et d'autres qui n'avaient que le génotype, qui n'avaient pas l'hypertrophie mais qui avaient la mutation génétique, des exercices de haute intensité ont été surveillés et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait là non plus pas plus de risque d'événements rythmiques ou d'événements majeurs dans les deux groupes, donc chez ceux qui faisaient une activité intense et qui avaient une hypertrophie ou qui n'avaient que la mutation. Alors, est-ce que réellement faire une activité physique intense quand on est porteur d'une cardiomyopathie, c'est dangereux? Vous avez cette étude donc prospective avec un suivi de 3 ans où vous aviez des 1600 donc, porteurs de CMH sur 42 centres dans le monde. On les a catégorisés en fonction de leur activité. Il y avait des sédentaires, il y avait ceux qui avaient qu'une pratique d'activité physique, et vous aviez des sportifs, dont 37% faisaient quand même de la compétition. À ce moment-là, on leur a proposé soit de continuer d'avoir une activité physique, et on a essayé de voir quelle était l'incidence de la survenue des événements rythmiques, et on se rend compte que finalement, il n'y a pas de différence, que ça soit dans la pratique sportive intense ou que ça soit la pratique sportive, enfin dans l'activité physique modérée. Donc pas d'augmentation aussi là des événements rythmiques ou des accidents majeurs. Et en fait, cette dernière étude donc, rétrospective, où vous aviez 88 athlètes porteurs de CMH, dans la majorité, ils étaient quand même à faible risque. Vous aviez des compétiteurs, 27 compétiteurs, et 61 qui faisaient du sport intense, mais sans compétition. Et pour certains, ont arrêté. Ils ont arrêté de faire du sport de compétition. Et donc, vous en avez 27 qui ont continué à faire du sport de compétition. Et au total, vous l'avez, là non plus, pas de différence entre ceux qui ont arrêté de faire la compétition et ceux qui ont continué la compétition. Donc, pas d'augmentation du risque.
toutes ces études nous montrent que finalement, on peut peut-être, dans certains cas, faire une activité sportive intense, de compétition ou sans compétition, quand on est porteur d'une cardiomyopathie hypertrophique. Et c'est souvent le cas, quand je prends le cas de Gilles, qu'on peut avoir assez fréquemment, qui a une mutation génétique, qui a une hypertrophie ventriculaire gauche qui reste modérée, avec un septum qui fait 16 mm, une fonction ventriculaire gauche qui est conservée. Il n'a pas de gradient intraventriculaire gauche à l'effort. Il a un test d'effort qui est strictement normal, avec pas de trouble du rythme, avec une pression qui s'augmente, qui s'élève normalement à l'effort. Il a un petit peu de rehaussement tardif, il a donc une petite fibrose. Il fait un holter, et là je vous rappelle, ce n'est pas un holter de 24 heures simple, c'est un holter avec une séance d'entraînement de haute intensité, et il n'a pas de trouble du rythme. La question c'est, est-ce qu'il peut continuer à faire du sport de compétition? Alors quand on regarde les recommandations donc, qu'on nous a montrées tout à l'heure, donc on voit qu'on peut participer à du sport de haute intensité, ou très haute intensité, si c'est souhaité par le patient, et s'il est à faible risque. Alors, faible risque, c'est quoi? On va revenir dessus. Et quand on regarde les recommandations donc, de 2023 sur les cardiomyopathies, il y a une nouvelle notion qui est rentrée dans le screening, c'est la recherche d'un gradient intraventriculaire gauche, ce qu'on a fait chez notre patient. Donc, a priori, chez ces patients-là, on pourrait les autoriser, au cas par cas, à faire du sport de compétition s'ils restent à faible risque. C'est quoi le faible risque? Le faible risque, on nous demande d'utiliser la grille SCORE de l'ESC, dans lequel on rentre l'âge, on rentre l'épaisseur des parois, la taille de l'oreillette, même si la taille de l'oreillette c'est en millimètres en TM, ce qu'on ne fait plus maintenant puisqu'on fait des volumes, c'est les antécédents de mort subite ou de syncope, c'est la survenue de troubles du rythme à l'effort ou de syncope inexpliquée. Mais il est quand même rappelé que cette grille n'est pas adaptée aux adolescents, elle n'est pas adaptée aux athlètes, et que finalement la taille de l'oreillette c'est en TM et ce n'est pas des volumes. Et c'est pour ça que Dresner avait déjà en 2021 évoqué, il avait donné cette attitude pour essayer de mieux screener les patients à risque ou pas. Et vous voyez qu'il y a des facteurs qui sont vraiment importants dans le haut risque, et chez qui il va falloir peut-être éviter le sport de compétition, ou il va falloir l'éviter. Déjà, il y a l'âge, c'est important, les sujets jeunes, les hommes. Certains sports qui sont des sports on va dire, type fractionné, c'est-à-dire où vous avez souvent des accélérations, arrêt, accélération, arrêt. L'épaisseur de la paroi, et puis surtout l'apparition ou l'existence d'un rehaussement tardif, et bien entendu s'il y a des marqueurs de risque sur la grille de score. Donc finalement, les sujets à faible risque qui pourraient faire du sport de compétition, à qui on peut autoriser, ce sont plutôt des sujets adultes, donc pas des jeunes, plutôt des femmes, mais des hommes aussi, bien entendu asymptomatiques, avec donc une épaisseur de paroi inférieure à 16 mm, qui n'ont pas de gradient intraventriculaire gauche, qui n'ont pas de trouble du rythme à l'effort et qui n'ont pas de rehaussement tardif. Le problème, c'est qu'on a souvent ce petit rehaussement tardif dont on ne sait pas quoi en faire. Et donc, je vous invite à regarder cette publication qui est récente de l'année dernière d'Antonio Pelliccia. Il a repris en fait toute la littérature, la plupart des études que je vous ai montrées, avec d'autres études que je n'ai pas mis pour pas être avoir trop d'études, parce que vous avez aussi des études qui ont été faites chez les porteurs de défibrillateurs, et on se rend compte que finalement, les patients porteurs de défibrillateurs qui faisaient du sport de compétition, il n'y avait pas plus de choc inapproprié ou de choc chez les patients qui étaient porteurs d'un défibrillateur dans la cardiomyopathie hypertrophique. La plupart du temps, c'était ceux qui étaient porteurs de canalopathie ou de d'autres cardiomyopathies. Alors Pelliccia nous propose un petit peu de revoir, et on va un peu s'attarder. Finalement, on pense qu'on peut autoriser à faire du sport de compétition ou de sport de haute intensité dans une petite frange de patients qui sont à faible risque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont asymptomatiques, ça veut dire qu'ils n'ont pas une épaisseur de paroi qui reste modérée, sans gradient intra-VG au repos, mais à l'effort aussi. Donc ça veut dire qu'il va falloir, chez tous nos patients qui veulent faire du sport de compétition ou de haute intensité, faire une échographie d'effort à la recherche de ce gradient. Bien sûr, une fonction ventriculaire gauche conservée. Bien sûr, une réponse normale de la pression artérielle à l'effort et l'absence d'ischémie. Donc ça veut dire que tous devront avoir une épreuve d'effort bien conduite, menée jusqu'à épuisement, et non pas arrêtée à 85% de la FMT. L'absence de troubles du rythme ventriculaire au repos, mais à l'effort, là aussi sur un test, sur un holter ECG de 24 heures, voire 48 heures, avec une séance d'entraînement. Donc
séances d'entraînement éventuellement de fractionner ou en vélo pour ceux qui font du vélo. Je vous rappelle que le test d'effort sera aussi fait en fonction de la pratique sportive. Donc, quelqu'un qui est un coureur, un marathonien, on lui fera son test d'effort sur un tapis et non pas sur un vélo pour vraiment l'amener à sa fréquence cardiaque maximale. Parce que souvent, on se retrouve avec les troubles du rythme qui surviennent sur le dernier palier, donc ça s'arrête un petit peu avant. Bien entendu, pas de rehaussement tardif sur l'IRM et qui ont déjà un passé de sportif. D'accord ? C'est plus compliqué d'autoriser à faire du sport de compétition à un jeune qui est porteur d'une CMH, qui n'a jamais fait de sport ou très peu fait de sport et qui veut du jour au lendemain se mettre à faire. Donc il faut quand même un passé. Toute la question, en fait, la problématique pour nous, c'est ce rehaussement tardif. Ce rehaussement tardif parce que on ne sait pas, quand on regarde les recommandations sur la cardiomyopathie, de 2023, on a la fibrose et le rehaussement tardif est rentré dans les indications de défibrillateur avec une fibrose supérieure à 15%. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'études randomisées sur ces étendues de fibrose. On n'a pas de consensus sur la manière de quantifier la fibrose. Toutes les IRMistes ne font pas des quantifications de fibrose, donc c'est un petit peu compliqué. Et sincèrement, nous, on se pose la question, quand vous avez vraiment une petite plage de fibrose qui est vraiment inférieure à 15%, s'il n'y a pas de trouble du rythme, est-ce que l'on ne peut pas, au cas par cas, quand même, autoriser la pratique sportive en compétition? Donc finalement, on se retrouve dans cette situation-là, où si vous n'avez pas de critères de sévérité, si vous êtes vraiment dans le bas risque après une évaluation complète, on peut, au cas par cas, autoriser le sport de haute intensité. L'autre question, c'est l'autre situation qui est assez fréquente, c'est Jérémy, c'est son fils, qui lui est aussi porteur de la même mutation sur la protéine MYBPC3, qui est asymptomatique. Il a une échocardiographie normale et il voudrait participer à un triathlon. Donc, est-ce qu'il peut participer? La question, c'est, a priori, quand on regarde dans les recommandations, quand on a simplement le génotype mais pas le phénotype, on peut faire du sport de compétition. Tout le monde est autorisé à faire du sport de compétition ou du sport de haute intensité. Le problème, c'est qu'il faut être certain qu'il n'y ait pas d'hypertrophie et que souvent, on peut être un petit peu pris en défaut en échographie. Et dans ces cas-là, nous, on n'hésite pas à faire quand même une IRM pour être certain qu'il n'y ait pas une zone d'hypertrophie qui serait passée inaperçue en échographie. Bien entendu, avant de lui dire oui, il aura le bilan complet avec l'épreuve d'effort et le holter en situation. Et puis, donc, Jérémy, il a un frère qui s'appelle Victor. Et lui, Victor, il a un génotype positif, mais il a simplement des anomalies de l'électrocardiogramme. Est-ce qu'il peut? Et on se rend compte dans la littérature que dans cette petite frange de patients qui ont juste le génotype avec des anomalies de la repolarisation, mais sans hypertrophie en échographie, on a peu de données, mais si on regarde les recommandations, il rentrera bien entendu dans la frange de faible risque, à moins de 4%, et il pourra, si l'IRM est normal, s'il n'a pas de trouble du rythme à l'effort, faire du sport de compétition. Tout ça, c'est assez clair. Le problème, c'est que ce sont toujours des décisions au cas par cas, et il est bien rappelé, donc plusieurs papiers le rappellent encore à nouveau, cette décision, elle est partagée. Elle est partagée, donc une fois qu'on a un diagnostic de certitude, elle est partagée. Ce qui est important, c'est qu'on sache un petit peu la motivation, le souhait du patient sur son sport, sa compétition. Est-ce qu'il veut faire de la compétition parce que c'est un battant, il veut gagner, ou est-ce qu'il veut simplement participer à une course? Tout à l'heure, on parlait de cette course d'orientation. On peut quand même, il y a beaucoup de patients qui veulent participer pour le plaisir, participer à aller courir avec leurs enfants ou faire des activités avec eux en famille. Quand c'est des jeunes, il faut que ça soit fait, ou même si c'est des adultes, c'est toujours bien qu'il y ait l'épouse ou l'époux à côté pour en discuter. Et tout ça doit être écrit, tout ça doit être bien codifié, marqué. Et à ce moment-là, la décision, elle est prise en commun accord avec les différents intervenants. Attention pour les professionnels, il faut aussi que tout le monde soit d'accord. Et puis surtout, il va falloir éduquer le sportif sur les symptômes, lui rappeler les symptômes qui doivent l'alerter. Et la dernière chose, c'est qu'il faut, dans tous les cas, imposer un suivi qui est au minimum annuel, parce que souvent, une fois qu'on les a autorisés, ils disparaissent dans la nature, on ne les revoit plus, ils ont leur certificat, on ne les revoit plus. Moi aussi, on m'a coupé ma conclusion, parce que j'étais peut-être un petit peu long. Bon, de toute façon, on ne va pas revenir là-dessus. Je vous attends donc tous, et je vous invite tous à venir à Lyon. Mais pour conclure, donc vous voyez que finalement,
Dans la pratique sportive en compétition, elle peut être autorisée, ou le sport de haute intensité peut être autorisé dans une petite frange de patients qui sont porteurs d'une cardiomyopathie hypertrophique à faible risque, après un bilan complet, exhaustif, sans risque de troubles du rythme ventriculaire. Éventuellement, s'il existe une fibrose, mais qui reste tout à fait modérée, bien entendu au cas par cas, et la décision, elle doit être partagée. Merci.